Est-ce que les étudiants sont là? Ok. Avant toute chose, je commencerai d'abord à remercier les autorités académiques qui ont approuvé cette idée venant de la délégation facultaire d'organiser ces salons diplomatiques. J'ose croire, ce n'est que le début d'un processus de plusieurs salons diplomatiques sous la coordination du département des relations internationales. C'était un honneur pour moi et au même moment une responsabilité patriotique d'intervenir, d'être en interaction avec la classe intelligente, mais aussi ce que je considère comme étant un baptême de fait de se retrouver entre deux géants, entre autres celui que je considère comme étant maître scientifique, le professeur José Kabiré, et de l'autre côté le ministre honoraire Bob Babouit. Donc pour moi, c'est un baptême de fait et j'ose croire que nous serons à l'autre. Il nous a été demandé de parler sur quelle thérapie pour le sursaut national face à la menace de la balkanisation. Je vais entreprendre une approche que je considère solutionniste, c'est-à-dire aller directement à des pistes de solutions, parce que nul ignore que dès la cession de l'indépendance de la RDC en 1960, le l'ancien premier ministre Émeric Patrice Lumumba fustigeait déjà les plans de la balkanisation. Donc 65 ans après, la question de la balkanisation reste d'actualité. Chers étudiants des relations internationales ainsi que d'autres filières, avant d'y arriver sur le point qui nous concerne, c'est la menace qui est dans notre pays. Il est important de comprendre qu'est-ce que désigne la balkanisation. La balkanisation désigne un processus qui aboutit à la fragmentation en des nombreux États et ce qui constituait auparavant une seule entité territoriale et politique. C'est-à-dire, on avait déjà un État tout entier, après un processus de menace dont nous avons essayé d'aborder les facteurs qui peuvent conduire à la balkanisation. Nous prenons l'exemple du Soudan. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. C'est-à-dire, les pays n'est plus à son état initial. Il y a fragmentation de l'état Soudan. Aujourd'hui, il y a Soudan du Sud et Soudan du Nord. Et il y a deux facteurs que nous devons retenir qui peuvent conduire à la balkanisation. Il y a les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Et nous allons commencer avec les facteurs endogènes. Parmi les facteurs endogènes, nous pouvons retenir ces éléments qui peuvent amener un État à la balkanisation. Il y a la difficulté ou les difficultés au pluriel à fédérer les multiples entités qui les composent. C'est-à-dire les responsables, les autorités étatiques n'arrivent pas à fédérer toutes les composantes d'un État et ces derniers peuvent nous amener à la balkanisation. C'est d'ailleurs un argument pour certains qui estiment que Kinshasa est déconnecté des réalités de ce qui se passe à l'intérieur.
Il y a d'autres qui estiment que Kinshasa focalise plus son énergie à Kinshasa, c'est-à-dire tous les grands travaux, tous les programmes sont plus exécutés à Kinshasa, et cela fait en sorte que ceux qui sont à l'intérieur s'estiment être délaissés. Et le fait de se considérer délaissés peut amener ces entités à se révéler avec le pouvoir central, et ça peut nous conduire à la balkanisation. Après les difficultés à fédérer les multiples entités qui composent un État, il y a la lutte de leadership. La lutte de leadership, une question récurrente dans notre État ou dans les États d'Afrique, avec la question qui entre en jeu sur la légitimité du pouvoir. Aujourd'hui, en Afrique, lorsqu'il y a des élections, nous nous retrouvons toujours sur la question de la légitimité de ce politique. Et à cause de cette question de légitimité, de détenteur du pouvoir, celle-ci peut aussi amener à la balkanisation des États. C'est-à-dire, pour nous les Africains, nous n'avons pas cette culture d'acceptation de perdre les élections. Et souvent, cette problématique de la lutte de leadership dont je viens d'expliciter par la légitimité du pouvoir, peut aussi conduire à la balkanisation. À part la lutte de leadership, il y a aussi les questions des gouvernances. Les faits qu'une portion, les faits qu'une entité ou un groupe d'individus qui estiment que ceux qui sont au commande n'arrivent pas à bien gérer, n'arrivent pas à bien mener la politique pour une très bonne gestion de la République, ces derniers peuvent se retirer, peuvent se soustraire pour amener un État à la balkanisation. Donc, c'est ces trois éléments principaux qui englobent les facteurs endogènes qui peuvent conduire un État à la balkanisation. Au-delà des facteurs endogènes, il y a aussi des facteurs exogènes. Et dans les facteurs exogènes, il y a ce qu'on appelle, pour les erreurs que nous pouvons retenir, ce sont plus les attaques extérieures des autres États puissants. Entre autres, ceux que nous subissons à l'est de la RDC avec l'agression rwandaise. Cela fait partie des facteurs exogènes. Et pourquoi il y a des attaques extérieures de grande puissance? Nous savons très bien que les internationaux sont là, que la scène internationale est une zone de turbulence. Et au-delà d'être une zone de turbulence, nous savons très bien qu'aucun État à ce jour ne peut vivre en autarcie. Et cela amène les États à vivre en interdépendance. Et le fait de vivre en interdépendance nécessite ou demande aux États d'aller agir au-delà de leur territoire national pour chercher l'intérêt de leur population. Or, aller au-delà du territoire national, on sous-entend, cela nous amène à ce que nous appelons la recherche des espaces vitaux. Lorsqu'on parle des espaces vitaux, c'est-à-dire des espaces où il y a plus de richesses. Et tel que nous savons très bien à l'est de la RDC, la partie orientale est considérée comme étant un espace vital. Voilà pourquoi nous subissons la convoitise. À cause de ces espaces vitaux, celle-ci peut inciter la convoitise des autres États, et ces États vont développer des velléités expansionnistes pour amener notre État ou un État X à la balkanisation. C'est pareil aussi avec notre État, la République démocratique du Congo. À cause de ces attaques extérieures des pays voisins, je crois lorsque le concert a parlé des 9 voisins,
qui peuvent aussi constituer comme des nerfs ennemis. Moi, j'ajouterais que le nerf voisin représente aussi une opportunité de coopération florissante pour notre État. Mais de la même manière que ces nerfs États constituent une menace des velléités expansionnistes ou belliqueuses. Donc, il nous faut un plan pour endiguer tous ces velléités pour que notre pays reste uni et indivisible. Donc, c'est ce des facteurs qui peuvent amener l'État à la balkanisation. Au-delà de ça, c'est ce qui justifie même le caractère anarchique de la scène internationale. Certes, aujourd'hui, tout est réglementé par le droit international, mais dans les faits, c'est autre chose. Nous savons très bien, avec les droits, on peut dire que tous les États sont égaux, mais nous savons très bien sur la scène internationale, c'est qui compte sur les rapports de force. Cela nous montre à suffisance que tous les États, dans les faits, ne sont pas égaux. Il y a que les rapports de force qui comptent. Ça, c'est au niveau de la balkanisation. Nous avons compris c'est quoi la balkanisation. Mais c'est quoi les sursauts nationales? Les sursauts nationales, ici, nous devons les comprendre de cette manière. Les sursauts nationales constituent la riposte impériale à toutes sortes de velléités expansionnistes contre nous. Donc, chaque Congolais, où qu'il se trouve, doit œuvrer pour la pérennité dans notre pays. Chaque Congolais doit mettre ses intérêts de côté et voir d'abord la République démocratique. Voilà pourquoi nous disons que le sursaut national, il est une réponse impérieuse d'endiguer tout ce qui pouvait être comme velléité expansionniste. Et pour proposer les éléments pour quelques thérapies pour nous permettre à mettre en déroute le plan de la balkanisation de l'ennemi, car nous ignorons que tout a été mijoté dans les laboratoires bien identifiés. Mais je propose quand même quelques recettes qui peuvent nous aider à endiguer cette menace qui est existentielle. Pourquoi je vous propose ces éléments? J'ai bénéficié auprès du conseil José Kalumir et qui lui assisté avec le cours de la gestion des conflits. Le conseiller n'a cessé de nous rappeler que vaut mieux prévenir un conflit que de le gérer. De la même manière que les éléments que je propose entrent en musique avec cette manière de voir les choses. C'est-à-dire anticiper déjà avant que les événements arrivent dont nous serons incapables d'endiguer si il venait de s'accomplir. Et la première des choses que je propose, c'est la mise en place d'un service militaire obligatoire pour tous les Congolais. Là, je me réfère directement à l'article 63 de la Constitution. Je crois que tout est déjà prévu. Donc, on demande juste l'application stricte de cette disposition. C'est-à-dire à partir de 18 ans, jusque même à 50 à 45 ans, qu'il y ait un service militaire obligatoire. Et cette démarche devrait commencer au sommet, je dis, c'est-à-dire que les autorités politico-administratives peuvent donner le coup. En ce moment, nous serons capables, nous serons considérés une bonne partie pour ceux qui ne vont pas rester dans l'armée, nous serons considérés comme étant des réservistes de notre armée. En ce moment, nous n'allons plus recourir à des formations prématurées telles que nous l'observons aujourd'hui. Il y a beaucoup de pertes des hommes en uniforme dans les théâtres des opérations. Voilà pourquoi on a lancé encore des adhésions massives
dont je me réserve encore si la qualité de ces voyages soldats seront bien assurées. Et pour remédier à cette difficulté, si j'étais en face du président de la République, je lui demanderais d'appliquer de manière stricte cette disposition de la Constitution qui demande à ceux qui aient un service militaire obligatoire. Pourquoi obligatoire ou pourquoi j'ai soulevé cet élément comme parmi les réponses à la menace de la radicalisation? Nous savons très bien, parmi les objectifs principaux de la République rwandaise du président Paul Kagame, il y a là des objectifs militaires et des objectifs politiques. Et par rapport à ces objectifs militaires, vous allez remarquer avec moi, là nous sommes en 2012, le 12 mars 2012, le gouvernement congolais se retrouve avec la partie rwandaise à Rubavu, à Gisenyi, et les deux parties ont fini par trouver un accord où la RDC autorise à l'armée rwandaise de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national et de surveiller les mers frontières. Comment un État souverain, un État avec un majuscule, peut sacrifier, peut mettre en risque sa souveraineté au profit d'un État? C'est-à-dire, ceux qui géraient le pays à cette époque ont accepté que l'armée rwandaise puisse entrer librement en RDC pour sécuriser nos aires frontières. Et je crois que le professeur a essayé aussi de parler de ça. Il a même dit, nous savons même pas si ces Rwandais continuent à libérer ici en RDC, où ils sont déjà rentrés, nous ne savons pas. Moi, je crois, avec cette proposition, ça peut nous aider à constituer une forte barrière à toutes ces violences existentielles. Parce que non seulement le deux parties sont retrouvés les 12 juin 2012, comme si cela ne suffisait pas, le deux parties se retrouvent encore le 18 mai de la même année 2012, cette fois-ci à Kigali. Toujours dans la même démarche d'autoriser le service des renseignements rwandais d'entrer encore librement en RDC. Je me pose tant de questions. Est-ce qu'on avait réellement des autorités qui aiment ces pays? Comment vous pouvez accepter de céder l'autorité qui vous revient à un État X que je considère comme état un micro-État? Le Rwanda, c'est un micro-État. Vous êtes quand même d'accord avec moi? Oui, comment un micro-État peut entrer dans notre pays pour protéger un si géant État comme le nôtre? C'est inconcevable. Mais j'ai répondu encore avec la date que le professeur a fait allusion, le 23 mars 2009, avec l'accord d'épée, avec les 5 DP des cours d'abattoir. Cet accord prévoit que les Rwandais sont reconnus comme étant des Congolais. L'accord du 23 mars 2009 donne l'accès aux Rwandais d'être reconnus comme des Congolais et de participer à la vie politique, d'être candidats et d'être aussi élus. Au même moment, on nous amène cette affaire de brassage et de sage avec l'intégration de plusieurs groupes. Donc vous allez comprendre dans l'esprit des Paul Kagame, c'est d'infiltrer notre armée de la plus grande manière avec plus des officiers Tutsi dans notre armée. Au plus il y a des officiers Tutsi dans notre armée, cela permet à fragiliser notre armée. Et voilà pourquoi il y a aujourd'hui, nous tous nous le savons,
Il y a eu même des commandants des troupes qui ont laissé les soldats au front et ont entré à Kinshasa. Parce que plus il y aura des Tutsis dans notre armée, c'est-à-dire une bonne majorité des Tutsis, cela va permettre à Kagame de bien appliquer son plan. Maintenant, pour nous permettre d'endiguer toutes ces velléités, il faut qu'il y ait un service militaire obligatoire. Et en ce moment, on pouvait même atteindre un effectif au moins d'1 million d'hommes en uniforme. Et je crois que ça serait une très bonne réponse pour notre pays face à cette menace existentielle. Au-delà, je disais, au-delà de ces premiers éléments, il y a les deux éléments que je propose comme thérapie face à la menace de la balkanisation. C'est que le gouvernement central puisse imposer une attitude de ce que je considère comme une surveillance citoyenne. C'est-à-dire mettre une réglementation stricte de la consommation des boissons alcooliques. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est-à-dire mettre une réglementation concernant la consommation alcoolique. Je me dis, c'est-à-dire lundi au vendredi, aucun moment ne peut prendre poste. Il n'y a que le samedi et le dimanche réservé à ceux qui prennent du boisson alcoolique peuvent prendre, mais sous surveillance des services de renseignement. Oui. En ce moment, parce que nous sommes un pays en guerre, nous devons avoir une attitude qui atteste que nous sommes un pays en guerre. Pour ne pas citer un collègue qui ne cessait de me rappeler à chaque fois que mon cher, nous sommes en guerre, je ne peux pas penser les costumes. Donc nous devons manifester cette attitude que nous sommes en guerre. Je crois en ce moment tous les Congolais seront en activité de travail, en lien des places, c'est laissé dans des distractions inutiles. Donc chaque samedi dimanche, on vous laisse traîner de façon comme vous voulez, mais sous surveillance des services de renseignement. Parce que ni l'ignore lorsque Bukavu est tombé entre le mort des rebelles de l'Angois, on nous a montré des jolies filles honnêtes qui étaient là comme étant des filles politisées dans des boîtes de nuit, mais après, c'est là qu'on nous a donné des dénis militaires. Donc pour l'idée à ça, parce que nos ennemis savent que nous sommes toujours derrière les femmes, que nous sommes toujours derrière la boisson, je crois, je vais citer, cher modérateur, accordez-moi 30 secondes. Je crois que ça serait quand même une très bonne recette pour que nous puissions rester éveillés. Au-delà de ça, il y a encore le troisième élément, parce que je viens d'épuiser presque les temps qui m'a été donné, mettre en place un programme de civisme et patriotisme à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'école primaire, secondaire et université. Mais tout ceci doit être enseigné exclusivement avec nos langues nationales. C'est-à-dire ces programmes de civisme et patriotisme doivent être enseignés exclusivement avec nos langues nationales pour permettre aussi une très bonne intégration communautaire. Parce que plus ceux qui sont ici à Matadi savent quand même parler et soigner les Chitouba, lorsque ceux qui sont de l'Est viennent ici et qui n'arrivent pas à bien échanger avec celui qui est ici au Congo central, je crois l'effet d'apprendre déjà toutes les langues que nous avons va permettre une très bonne intégration de la personne et ça va nous aider et surtout mettre en valeur cette facteur culturel. Et enfin, mettre en place
une loi interdisant à tout homme politique, militaire et policier d'épouser les femmes rwandaises et ougandaises. J'ai dit et je vous remercie.